Après le premier épisode de Game of Thrones, la dernière saison, et avant Emmanuel Macron, il fallait prendre de la hauteur. La direction de France Inter a vu juste, elle a dit par Jupiter. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. Salut les amis. Salut Charline. Bon, aujourd'hui on va la jouer serrée parce qu'on a des vrais gens de gauche. Oui, là, comme d'hab quoi. Non, mais pas du tout. Quoi Parce que là, c'est un collectif. Ils sont 5 et ils n'ont pas de chef. 5 sans chef, je les connais. Ah bon? C'est les électeurs de Benoît Hamon. Bon, alors ils sont dans l'art politique, dans la lutte artistique, tu vois. Et franchement, nous, on est des petits joueurs à côté. Le collectif est mené par Judith Davis. Alors attends, parce que je croyais qu'il n'y avait pas de chef déjà. Non, c'est un peu comme chez nous, quoi, tu vois. J'ai l'air d'être le chef, alors qu'en fait, pas du tout. On est sûr de ça? Oui, parfaitement. On appelle ça une organisation à l'horizontale. Voilà, et c'est pour ça qu'ils viennent à plusieurs. Il y aura 2 filles et un garçon. 2 filles, un garçon, pas de chef, à l'horizontale. Ok. Guillaume, concentre-toi un peu, s'il te plaît. Bon, alors attends, ok, ils sont 3, on est 3, 3 contre 3, bagarre quoi, octogone. Non, mais arrête, Guillaume, ils sont vraiment plus de gauche que nous. Je te signale qu'on est contre la pauvreté quand même, on est contre le racisme. vrai, donc, c'est vrai. Oui, non, mais d'accord, on sait. Oui. D'ailleurs, vous trouvez pas que ça se voit un peu trop? Ça, c'est pas faux. Les auditeurs vont penser qu'on les a invités pour conforter nos propres opinions. Alors que pas du tout. non. J'ai une idée. Oui. On n'a qu'à défendre des opinions de droite. Mais oui, leur collectif, c'est l'avantage du doute. Nous, ça serait l'inconvénient de la certitude. Yes. Voilà. Ouais, bien Par joué. exemple, oui, Judith Davis, votre pièce, elle est sur le thème du travail. Vous trouvez quand même pas que les Français, ils travaillent pas beaucoup? Génial. Et attends, moi, le problème en France, et personne n'ose le dire, c'est l'islam, non? Qu'est-ce que vous en pensez, le collectif de gauchias là? Quelle horreur! Je crois que je me sens pas bien. C'est vrai, t'es toute pâle là. On est allé trop à droite là, je crois, Juliette. Oui. Votez Giscard! Oh merde, on est en train de la perdre. Oh la Madeleine! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Raymond Barre, prends-moi! Passe-moi la pelle. Oui. Mais j'ai rien pu faire. J'ai été obligé de la battre. Bonjour la France Inter, nous sommes le lundi 15 avril 2019 et voilà déjà 20 jours que nous sommes sans nouvelles de la carte de presse de Bernard Guetta. Elle a disparu le 26 mars dernier alors qu'il se présentait aux Européennes sur la liste LREM. Ne l'oublions pas, petite carte de presse. Parti trop tôt. Trop tard. Une fois passé au tamis, le grand débat révèle une accumulation de propositions individuelles, jamais de propositions globales. Même l'injustice sociale ne déclenche pas de propositions collectives. Bref, chacun semble militer pour ses intérêts. Quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. Voilà. Existe-t-il des patrons de gauche? Peut-on être patron et rester de gauche quand il existe un lien de subordination avec des employés? Souvent, le décalage apparaît entre les convictions et la pratique. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. si vous ne savez pas que HBO vient de lancer la 8e et dernière saison de Game of Thrones, vous tenez la preuve que vous avez fait un petit coma sans vous en rendre compte. Game of Thrones, mais si, la série qui t'élève moralement, qui te rend meilleur pour ton prochain. Je vais à la Fnac, et dans chaque bouquin de Game of Thrones, à la page 3, je mets un post-it avec un pet de spoiler. Monsieur Juju, dites-moi, bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Qu'y a-t-il autour de la table? Une belle équipe, mais surtout une équipe engagée. Avec d'abord Clara, bien sûr, qui milite, et c'est hardi, pour que l'hymne européen passe de la 9e symphonie dite Ode à la joie de Beethoven à The Final Countdown par le groupe de métal suédois Europe. Oui. Je vais vous faire une chronique aujourd'hui sur un livre qui parle de la colère, qui honore la colère. Ça c'est parfait pour l'avantage du doute. Ensuite nous aurons Guillaume qui est très en pointe sur le front anti-drogue, sur le thème la drogue c'est pas nécessaire, je suis la preuve vivante que la mauvaise foi a des vertus hallucinogènes. Bonjour à tous, j'ai des infos, Macron va annoncer sa démission ce soir à 20h et j'ai interrogé celui qui va le remplacer naturellement dès demain matin. Allez-vous le reconnaître? Vive la République et vive la France. Jean Lassalle. C'est Jean Lassalle, un point pour Clara Dupont. Voilà, et nous finirons avec Pablo qui s'engage pour la défense des opinions ultralibérales sur les ondes de France Inter et contre la phanérophobie, c'est-à-dire la phobie des poils, parce que le poil, c'est sa vie. Ouais, c'est à peu près ça. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des annonces de Macron aux Français suite au grand débat national. Un moment politique crucial qui... Ouais, c'est bon, là, en régie, on a compris. Bon, excusez-moi, je vais parler de Game of Thrones. Apparemment, on n'a pas le choix aujourd'hui. Aujourd'hui, qui va enjailler notre open space? Le collectif. L'avantage du doute. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, chacun à votre tour, vous êtes... Simon Bacouche. Je suis Claire Dumas, je suis Judith Davis. Yes. France Inter, Charline Vanhoenacker.
par Jupiter. Bienvenue, l'avantage du doute. Merci. Collectif. Ah oui, donc vous allez faire toutes les réponses en même temps. Absolument. C'est pas impossible. De façon polyphonique. Vous êtes en ce moment au théâtre de l'Atelier, dans La légende de Bornéo, avec aussi Mélanie Bestel et Nadir Legrand. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce à sketch ? Allez, on peut le dire maintenant, Allez. je crois. On peut le dire, c'est mal vu, mais on peut le dire. Ah bon oui, c'est Non, mal non, vu, non, au c'est théâtre. parce que chacun a écrit un morceau du spectacle et on Voilà. a assemblé ces morceaux, en espérant quand même que ce soit agréable à entendre et à voir de façon un peu liée finalement. Bien sûr. Sur l'alignation au travail, sujet violent. On ne peut pas faire une mise en scène classique. Vous impliquez énormément le spectateur. Comment est-ce que vous allez le chercher ? L'avantage du doute. Comment on va chercher le spectateur ? Ouais, Judith Davis. Déjà, il est tout le temps dans notre tête, en fait, quand on écrit, dans le processus d'écriture. Du coup, en fait, on s'est réunis, nous, on était des acteurs au départ, et on s'est réunis, je crois, sur... Et on ne l'est plus, hélas, pour les spectateurs. Non, mais on fait que écrire. Une conception commune, il y en a plein, mais l'une d'entre elles, c'est qu'on considère que l'espace de la représentation, c'est un espace-temps commun avec le spectateur. Et du coup, on va même plus loin, puisque comme on écrit en nous adressant directement au spectateur, qui fait vraiment partie de l'espace de représentation et que c'est un partenaire direct, en fait, on s'adresse à lui tout le temps. Donc on va le chercher très simplement en lui parlant. On ne le fait pas spécialement pour ce spectacle. Dans tous nos spectacles, en général, on parle au public. On laisse d'ailleurs toujours un peu de lumière sur le public, pas trop, parce que les personnes ne sont pas forcément venues pour être en lumière tout le temps. Mais c'est pas forcément joli, esthétiquement. Ça peut être difficile pour nous aussi, effectivement. On va pas se mentir, mais effectivement, on repère ceux qui dorment. On les met au fond et. Voilà. Je rappelle La légende de Bornéo, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de suite ? Ça fait une unité aussi avec Tout ce qui me reste de la Révolution, c'est Simon. C'était la pièce précédente dont vous avez tiré un film qui a eu un très beau succès d'ailleurs et dont on a parlé récemment dans cette émission, si vous voulez rechercher les podcasts. Juliette Arnoux. Alors, qu'est-ce qui vous différencie réellement du théâtre traditionnel ? Moi, de ce que j'ai vu samedi à 19h, quasiment tout dans la forme. Effectivement, on commence, le rideau est ouvert, la lumière est dans la salle et elle reste un bon moment. Simon vend des gaufres. Simon fait semblant de vendre des gaufres. Ouais. Moi, j'ai cru, il les vend vraiment, mais il est carrément... Je garde l'argent de la vente, je partage Ah bah pas. ouais. Mais ça, c'est pas bien, Simon. Bah si, parce que j'ai la matière première à Exactement. acheter, le beurre, Oui, la non, c'est vrai. farine. L'argent du beurre. Ben, je regrette de ne pas en avoir chopé. Donc, c'est sur la forme que vous changez à peu près tout par rapport à ce qu'on appelle le théâtre bourgeois. C'est délibéré, ça vous fait... Non, mais maintenant, il y a du théâtre bourgeois sans rideau, faut bien le savoir. Claire Dumas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le rideau. Non, mais parce qu'en fait, en vrai, maintenant, tout le monde a vraiment pété ce qu'on appelle le 4e mur, enlevé le rideau. Donc, il y a beaucoup de théâtre qui se fait, disons, formellement, on peut avoir ce goût-là dans plein de théâtres, à vrai dire. Moi, je trouve que ce qui nous différencie, c'est surtout la manière dont on le fabrique, et je pense que ça se ressent. C'est pour ça que maintenant, moi, quand on me dit est-ce que c'est un spectacle à sketch, je me dis ben oui, c'est à sketch dans le sens où on pourrait dire il y a des gens. Je préfère sketch que scénette. Scénette, il y a un petit côté pas condescendant, je suis dégoûtée. Mais sketch, pourquoi pas, dans le sens où il y a plein de styles différents, je pense, dans le spectacle, et ça, c'est le fruit du fait que chacun il va vraiment avec sa vraie colère, sa passion, ses envies et sa façon d'écrire. Donc Judith, par exemple, a écrit une scène qui est une scène un peu de dîner, qui a un côté un peu boulevard, comme ça. Enfin, je dis pas ça, tu non, sketch boulevard, voilà. c'est privé, Voilà. je crois qu'on a clairement compris la couleur. Non, mais je veux dire, et de fait la forme peut être comme ça. Moi, je fais un sketch où je prends un accent du sud-ouest et en même temps, c'est très burlesque, je fais des choses très physiques. Simon, effectivement, vend ses gaufres. Il y a des scènes plus intimes, une scène qu'a écrit Nadir, une scène de couple. Donc, en réalité... en gros, c'est pas tant, je trouve, pas de rideau au début et pas de lumière, que finalement le fait que chacun défende son truc et qu'il n'y ait vraiment pas de metteur en scène. Donc, il n'y a effectivement pas de metteur en scène. Il paraît que c'est celui qui dit ça qui est le chef, mais non, il n'y a vraiment pas de metteur en scène. Et dans l'écriture et la préparation, c'est très documenté. Vous lisez les sociologues, les psychologues du travail, les enquêtes, les témoignages. Donc il y a un socle sociologique et idéologique très solide. Comment après vous en faites du théâtre, et du théâtre avec beaucoup d'humour? Je crois que tout le monde, c'est ce que dit Claire, tout le monde a sa façon de se l'approprier. C'est en ça aussi que elle est très singulière, notre démarche, et où il y a ce qui nous
caractérise, c'est que en fait, comme on est vraiment nous comme personne derrière chaque moment de la pièce, je pense que ça crée un phénomène d'identification pour le spectateur un peu particulier, parce qu'il ne sait jamais si on parle en notre nom ou si on est déjà un personnage. Et ça, on y tient beaucoup, parce que c'est du coup essayer de trouver une continuité entre nous comme personne, comme citoyen, et l'endroit où on va pouvoir s'exprimer, s'engager sur le plateau. C'est pas du tout ça que tu as posé comme question. Non, parce qu'elle demandait comment on faisait pour transformer une enquête assez indigeste qu'on s'est frappé en un truc tellement drôle. Mais parce qu'on a aussi fait plein d'interviews, on a rencontré plein de gens. Donc, en fait, il y a plein de matières premières et chacun, après, se retire de l'espace collectif où on a accumulé cette matière première de documentaires, d'interviews, de films, d'articles et propose son écriture qui peut être tout simplement dérocher une interview et c'est un texte, ou comme disait Claire, moi j'ai écrit une scène de famille qui est à cheval avec aussi d'ailleurs une proposition que j'ai fait dans le film, parce que j'ai écrit les deux au même moment et que j'ai décidé de faire des ponts et de mettre des personnages communs entre le film et la pièce. Donc, et là, voilà, c'est très très différent que de dérocher un interview, ou que Claire, par exemple, tu travailles en impro, tac, je te passe le mic. L'aliénation au travail, par le truchement de l'intime et de l'humour aussi. Et de la gaufre. Et de la gaufre, bien sûr. Par le collectif L'Avantage du Doute. Sont avec nous aujourd'hui Claire Dumas, Judith Davis et Simon Bacouche. Oh, Simon, et puis on s'en Il y a aussi Mélanie Bestel et Nadir Legrand. Ça s'appelle La Légende de Bornéo. C'est au théâtre de l'Atelier du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 17h. Et autant vous dire, vous allez comprendre que nous, on a beaucoup trop aimé et qu'il faut absolument que vous y alliez. Par Jupiter, c'est le collectif L'Avantage du Doute qui est avec nous, collectif théâtral. Judith Davis et Claire Dumas, Simon Bacouche sont avec nous pour La Légende de Bornéo au théâtre de l'Atelier. Vous serez aussi au théâtre des Carmes à Avignon pendant tout le festival. Juliette Arnaud, il y a qui autour de la table? Il y a un poilu. Bonsoir. Pablo. Il arrive de 14-18. Guillaume et Clara Dupont-Mono, bien sûr. Et l'actualité, Juliette. Bah, Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qu'il y en ait, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui. Le journal de presque 17h17. Et qui sème le vent, récolte la tempête, etc. Et on commence avec les titres. On parlera de l'allocution tant attendue d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. Oui, je suis excité comme Carlos Ghosn au salon de la trahison. On parlera aussi des chiffres de vente du magazine Marianne. Oui, voilà, je suis excité comme Benalla au salon de la bagarre. Il y aura les brèves. Oh là, je suis excité comme Vizorek devant un chèque de Bolloré.
Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h pour mettre fin au grand débat. On rappelle le principe du grand débat, des questions triées à l'avance, suivies d'un monologue de 45 minutes. Oui, un exploit salué par l'amicale des nostalgiques de Staline. Je rappelle que pour toute nouvelle adhésion, recevez un flacon de somme de Jean-Luc Mélenchon en cadeau. Et dans ce grand débat, il y avait aussi une consultation avec des questions telles que quel service public voulez-vous supprimer? Oui, belle question ouverte, qui n'est pas sans rappeler comment vous préférez manger les rognures d'ongles d'Alain Finkielkraut, en tapenade ou en salade? Et bon appétit, bien sûr. À propos des violences dans les manifestations, le défenseur des droits, Jacques Toubon, dénonce le profilage racial et social des interpellations. Attendez, mais Jacques Toubon, c'est pas celui qui était dans le même gouvernement que Charles Pasqua? Si. Mais qu'est-ce qu'il lui prend à Jacques, là? A priori, il a glissé sur un djembé à nuit debout, il est devenu Che Guevara. Okay. Prochaine étape, il monte un groupe de reggae, Jack Allgood and the Wailers. Voilà. Et à propos d'interpellation, il y en a eu plusieurs dizaines samedi pour dissimulation de visage. Oui, les frères Bogdanov sont toujours en garde à vue. Non, gilet jaune encore. Filmé par un manifestant ce week-end, un CRS déclare, je le cite, « Je prends 500 € par week-end ». Et après les flashballs, les flashboules, direct dans le portefeuille. Municipal à présent, le maire de la commune de Saint-Seurin en Gironde, 93 ans, songe à rempiler pour un 9e mandat. Et après Aliénor d'Aquitaine, Bouteflika d'Aquitaine. Vieillesse et naufrage toujours. Michel Houellebecq recevra prochainement la Légion d'honneur. Oui, pour son engagement pour l'écologie. Attendez, vous êtes sûr, ça? Ça serait mérité, non? Une douche tous les ans? Bel effort, quand même, Michel. Évidemment, bravo. effectivement, bravo Michel. Média à présent, on a appris les très mauvaises ventes du magazine Marianne en 2018. Oui, retrouvez donc dès la semaine prochaine dans Marianne un dossier spécial sur les musulmans et le sabotage de la presse écrite. Oui, ça va remonter là, c'est sûr. Ouais. Santé à présent, Xavier Bertrand défend le remboursement de l'homéopathie par la sécurité sociale. Oui, mais alors attendez, parce que quitte à rembourser des trucs qui servent à rien, est-ce qu'on se ferait pas rembourser directement Xavier Bertrand par la Sécu? La question est posée. Voilà, en tout cas, on bien, enchaîne. okay. Suite à la nomination à la tête de la Française des Jeux de la femme de Gilles Legendre, donc, qui est le patron des députés, LREM à l'Assemblée, eh bien, Marine Le Pen a déclaré, je la cite, qu'il s'agit là d'un conflit d'intérêts, ce qui est interdit. Attendez, Marine Le Pen, c'est pas celle qui employait son mari comme assistant parlementaire à Strasbourg? Ouais. C'est mieux que la Française des Jeux, cette histoire. C'est la fête foraine, allez, à tous les coups on gagne, on lève les mains, on y va. Calmez-vous. Excusez-moi. Réseaux sociaux à présent, une panne géante a affecté Instagram ce week-end. Des milliers d'utilisateurs n'ont pas pu se connecter entre midi et 15h. Voilà, on a une pensée pour tous les plats qui n'ont pas pu être Instagrammés. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Je suis brocoli confit sur sa mousseline de like. International à présent, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, des armes françaises sont utilisées dans la guerre au Yémen. Le savoir-faire français s'exporte bien et directement dans la gueule des Yéménites. On termine avec une brève? Oui, allez-y. Oui, Pays-Bas, 2 points. L'ex-directeur d'une banque du sperme a 49 enfants biologiques. Comme quoi les banquiers, ils sont quand même bien forts pour te baiser. C'est le chic. L'information, c'est le chic. Ça fait une belle conclusion. L'élégance. 17h25 sur France Inter, le collectif théâtral L'Avantage du Doute est avec nous. Il y a Judith, Claire et Simon qui sont avec nous pour la pièce La Légende. Il y a Judith, Claire et Simon. C'est bon, il est là. C'est bon. Il dort pas. Alors, il n'a pas eu sa galette de Dunkerque. Vous êtes en hypoglycémie, Simon. Non, ça va. Le pauvre Simon. Arrêtez de me ramener à ma galette, il n'y a pas que ça quand même. J'ai bouffé ce midi là chez moi. Ouais. Philosophie Magazine a examiné les contributions individuelles au grand débat concernant notamment l'injustice sociale et il en ressort des suggestions liées au cas particulier de chacun. Jamais des propositions globales pour la communauté. L'individualisme nous a-t-il à ce point poussé à ne militer qu'en faveur de nos propres intérêts? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Petite métaphore pour comprendre. J'ai fait le calcul dans ma tête. Et avec le nombre de canaux de sauvetage multiplié par la capacité que vous avez mentionnée, il semble qu'il n'y ait pas assez de canaux pour tout le monde. Il en manque la moitié. En fait, j'ai fait installer ce nouveau type de passoire qui aurait pu contenir une rangée de bateaux de plus à l'intérieur de celle-ci. Mais on a pensé en haut lieu, malheureusement, que le pont aurait eu l'air trop encombré. Dormez sur vos 2 oreilles, jeune Rose. J'ai construit un bon paquebot, solide et fiable. Il est le seul canot de sauvetage qu'il vous faille. Vous aurez reconnu Titanic, bien sûr. L'allégorie. Philosophie Magazine portant ce titre, qu'est-ce qu'une société juste? Et à l'intérieur, il y a notamment un article qui s'intitule Tous égoïstes. Et nous, ils ont passé au tamis toutes les propositions pour essayer de pallier à l'injustice sociale. Et on se rend compte que c'est à chaque fois des arguments pro-domo. Je suis retraité, donc je voudrais que ma retraite augmente. J'ai dans ma famille quelqu'un de handicapé, donc je suis jeune, donc etc. Donc que des intérêts individuels accumulés comme ça dans les doléances, à tel point que finalement, c'est vrai que ce sont des algorithmes qui sont chargés de trier toutes ces doléances du grand débat. Alors on se demandait, on a pensé à vous, qui êtes un collectif, en voyant ce sujet, on s'est dit, mais est-ce qu'on en est à ce point qu'on n'est plus capable de faire une synthèse commune, qu'on ne
fait plus de propositions pour autrui, pour l'intérêt général, qu'on pense qu'à soi, ou ce grand débat pensé à l'échelle nationale, c'est totalement illusoire. Quel est votre regard là-dessus? Alors, moi, comme j'avais très peur de dire des énormes bêtises sur un sujet a priori important, vous avez préparé. J'ai un peu préparé. Et donc là, j'ouvre mon téléphone et j'ai essayé de me renseigner. Et donc, j'ai regardé les questions du grand débat. Et c'est un peu ce dont vous parliez tout à l'heure. Finalement, la première question sur la transition écologique, elle est un tout petit peu orientée. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des économies? Bon, je veux dire, je ne sais pas quoi dire. En gros, du coup, comment est-ce que les gens peuvent réfléchir en dehors d'un cadre, puisque, en gros, c'est tout le temps ce cadre qui est proposé. Et dans le grand débat, ça ne propose pas, pensez-vous qu'il faille être carrément décroissant, enfin un truc un peu percutant, quoi. Non, c'est genre, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec les petites taxes, les machins... Donc, on est dans la tiédeur, quoi. Donc, c'est... on impose le présupposé de la question, de la réponse dans la question. Voilà, donc en gros, et tout est un peu comme ça. Alors, je me suis dit, il y a peut-être d'autres trucs, puis finalement, après, on propose effectivement, comme vous disiez, de faire des économies. Plutôt sur quoi? Plutôt la défense, plutôt la sécurité, qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas trop, ou plutôt l'environnement. Bon, alors du coup, la politique de logement, enfin, je veux dire, tu préfères être poursuivi par 40 canards ou habiter dans 2 mètres carrés, quoi. Enfin, c'est complètement absurde. Donc en fait, c'est que des questions absurdes, avec un présupposé de toute façon, il faut survivre dans un monde hostile, ou de toute façon, tu marches ou tu crèves. Donc, et où de toute façon, le capitalisme n'est pas remis en question. Absolument. Donc, à part remettre en question... Donc des solutions communes pour le bien de tous, c'est impossible qu'il en sorte, ça vous dit. De ce grand débat-là. Et en plus, il faut prendre quelques minutes pour répondre. Prenez quelques minutes pour répondre. Mais juste, en fait, on est tellement loin dans l'enfer qu'il faudrait prendre un peu plus que quelques minutes, j'ai l'impression. Juliette Arnaud. Samedi au théâtre de l'Atelier à 19h, quand Simon essayait de vendre ses gaufres, il s'adresse au public et il a demandé s'il y avait des retraités. Pas que ça, Non, bien sûr qu'il ne fait pas que ça. Quel acteur. Et il a demandé s'il y avait des retraités. Pardon? Vous aviez demandé s'il y avait des retraités dans la salle. Il y en avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait pas mal, Il y avait pas mal de retraités. Il y avait d'ailleurs une dame qui regrettait que la CSG ait baissé. Tu te souviens, c'était ce soir-là. Moi, j'essaye de garder un point de vue positif. Donc, je dis que c'est formidable la retraite, même si après, on va voir que je suis désespéré, que je suis obligé de travailler l'épilation à la cire. De pratiquer l'épilation à la cire. Pour pouvoir m'en sortir, en plus de mon métier de comédien. Donc, mais c'est le risque que vous prenez dans la pièce, où là, typiquement, il y a eu, c'est comme un micro-grand débat qui a eu lieu, parce qu'il y a une retraitée qui est venue parler de son cas. Alors après, c'est important de dire que même si on s'adresse directement au public, il n'y a aucun moment où on leur demande de participer, d'être super stressé parce qu'une douche de lumière va arriver sur eux. Venir, y a pas de non, là c'était la dame qui avait vraiment très envie de parler de ses problèmes. C'est juste pour préciser que en fait c'est très discret et que en fait comme c'est une conversation ouverte dans l'esprit, c'est juste parce que nous on a partagé nos questions et on a envie de les partager avec le public. Donc parfois il peut arriver que dans certains petits moments où c'est ouvert, des gens participent. Mais... oui, non, juste, pardon, ça me fait penser ce que vous disiez. Dans un autre spectacle qui s'appelle donc Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon, il y a Judith qui propose à un moment, le personnage de Judith sur scène, qui dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut encore affirmer aujourd'hui? C'est un spectacle qu'on a créé en 2008. Et en fait, là, pour le coup, on essayait vraiment d'ouvrir une brèche, non pas de faire participer des gens, mais de dire est-ce que, en fait, on peut vraiment plus rien croire en rien? Et elle affirmait, on finissait par lui dire mais enfin, donne un exemple. Elle affirmait un truc et tout le monde la regardait comme si on était chez les scouts et que c'était tellement naïf. Tu disais, moi je trouve que le gaz et l'électricité devraient appartenir à tout le monde. Enfin, les ressources naturelles devraient appartenir à tout le monde. Et il y avait un espèce de gros blanc. Et dans le public que nous, on se regardait genre, mais c'est complètement neuneux cette idée. Sauf qu'en fait, finalement, comme ça arrivait après tout un tas de séquences où on était très dans le contre, dans le non, elle disait quoi? Et c'est comme dans ce spectacle-là. On ne peut plus la poser la question du pourquoi. En fait, c'est stratégique en fait, c'est dramaturgique, c'est mettre en place la naïveté présupposée de quelqu'un qui pourrait justement formuler une notion de justice ou une conception du juste à une grande échelle, de faire semblant de trouver que c'est naïf pour désamorcer ceux qui sont vraiment en train de le penser. Donc ça, c'est aussi une technique d'écriture pour essayer de tout le temps avancer dans le questionnement et enlever ces espèces de barrières où on peut plus justement... Pourquoi les gens ils passent toujours par le jeu? Pourquoi ils passent par l'intime ou par leurs propres préoccupations, que ça soit sur je suis retraitée donc je parle de la retraite. En fait, c'est pas un problème si c'est un moteur pour que eux à un moment donné s'expriment. Évidemment, on est dans une société où à aucun moment
on est habitué à s'inscrire dans un cadre collectif. À aucun moment, le paradigme de l'entreprise n'a pas contaminé, je t'en prie, n'a pas contaminé absolument tous les discours depuis la petite section de maternelle. Donc il faut réhabituer tout le monde à transformer cet intérêt personnel en intérêt commun, parce que c'est le même, il en est la prolongation, il ne s'oppose pas. Et c'est ce que vous faites, vous, dans votre art, puisque vous êtes un collectif. Oui, et qui partons en même temps de nos désaccords et de nos points de vue très précis et très singuliers. C'est pas un compromis consensuel. Judith Davis, Claire Dumas, Simon Bacouche avec nous, et à côté de vous, Clara Dupont-Mono. En parlant de précis et singulier, bien sûr. Car l'actualité, Charline, c'est la colère. Parce que l'actualité en est pleine. Les gilets jaunes sont passés à l'acte 316, les Anglais se déchirent autour du Brexit, la série Game of Thrones arrive ce soir en France, et nos invités, à leur façon, sont quand même un petit peu en colère. Eh bien, figurez-vous, cher collectif, que la littérature vous suit. Parce que j'ai là un roman qui est taillé pour vous, signé de Véronique Ovaldé, et qui s'appelle « Personne n'a peur des gens qui sourient ». Alors évidemment, c'est un titre qu'on croit un peu validé par Guy Georges, parce que oui, personne n'a peur des gens qui sourient, c'est bien le problème. Il fait la préface. Le sourire, souvent, est l'outil désarmant des gens plutôt armés. En tout cas, c'est l'outil préféré de Gloria, qui est le personnage central du roman. Alors, s'il y a différents types de colère, vous savez, il y a la colère froide, la colère bruyante, la colère rentrée, il y a la colère caustique. Et bien, celle de Gloria, c'est un peu la colère planquée. Refoulée. Voilà, c'est-à-dire tout au fond. On la voit pas, on la sent pas. De Gloria, on ne voit qu'une mère de 2 filles, une femme en plus qui a perdu son mari, cœur un peu serré, et qui s'est débrouillée jusque-là, et qui un beau matin prend sa voiture, part récupérer sa fillette à l'école, son aîné au lycée. Les enfants ne comprennent pas, le coffre de la voiture est chargé de bagages, donc on se dit, Gloria les emmène, elle fuit quelque chose, elle fuit un danger, elle les protège. Et évidemment, on a tout faux. Parce que sous des dehors aimables et plutôt vaillants, Gloria, en fait, abrite une vraie furie. Et la colère, n'en déplaise à tous les ouvrages de développement personnel, est une grande et belle force. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ce roman, petite info, va gratter tous les adeptes du feng shui, du dialogue, de la diplomatie, du littérairement correct. C'est à lui seul le cauchemar de Gandhi, l'ONU et de Raphaël Giordano. Vous voyez ? Alors, Gloria... il se trouve qu'elle est maîtresse d'elle-même. Comme toutes les fiévreuses, elle a plutôt le front assez froid. Et là, évidemment, elle rappelle ces rageuses stratégiques qui peuplent la littérature, moi que j'aime beaucoup, mais notamment les Amazones. Ça, tout le monde connaît à peu près, mais Homère, Hérodote, Hippocrate ont salivé sur ces guerrières à cheval. On disait qu'elles se coupaient un sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc. Pur fantasme, bien sûr, mais qu'importe. On retiendra la phrase de Pentésilée, qui est la sublime reine des Amazones et qui symbolise Gloria. Elle a lancé à Achille, le plus grand des héros grecs, ouvrez les guillemets, « Venez en face de moi, j'ai plus de vaillance que les hommes ». C'est quand même super beau. Alors évidemment, la fin de l'histoire, c'est que Achille la tue quand même et que double somme, à l'instant où il la... Mais c'est pire parce que à l'instant où il la perfore de sa lance, il en tombe fou amoureux. Cela arrive, cela ne vous a pas échappé que la lance verbale de Guillaume Meurice, qui me taillade très régulièrement, finalement ne fait que décupler son attraction pour moi. Ça n'a échappé à personne. Mais la psychologie des frustrés est parfois un peu sommaire. Je ne vous apprends rien. Alors bien sûr, la colère a toujours un carburant. Ça peut être le dépit amoureux, ça peut être l'ennui, comme Madame Bovary, qui finalement retourne la colère contre elle. Ça peut être le désir de vengeance, ça peut être la volonté de protéger les siens. Et finalement, Gloria, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Pas touche à mon frêle bonheur », dit-elle, elle dont l'absence de scrupules se double d'une certaine tristesse, je cite, une tristesse habitable, confortable, sur mesure, qui était devenue une façon de vivre et d'élever ses filles le plus tendrement possible. Et un peu comme vous, le collectif du doute, qui avait finalement fait une pièce le plus tendrement possible, après pourtant avoir constaté l'échec des valeurs humanistes. C'est-à-dire que d'une amertume, vous avez fait une œuvre sans amertume. Donc, moralité, ressentez du sombre, c'est très bien, le roman et le théâtre et l'art et le cinéma se chargeront de le transformer en lumière, et encore pardon aux sophrologues et aux bouddhistes. Je vous redonne les références. Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique Ovaldé est paru chez Flammarion. Merci.
Mélanie Bestel et Nadir Legrand au théâtre de l'Atelier. Simon, c'est vous qui expliquiez au début de la pièce la légende de Bornéo, ce que c'est, vous pouvez rapidement nous dire ? Oui, mais ça s'appelle la légende de Bornéo parce qu'il y a une légende à Bornéo qui dit que les orang-outans savent parler, mais qui se taisent de peur qu'on les fasse travailler. Voilà. Ah oui. Et c'est vrai que si on avait appelé ça la toyotisation de l'humain ou comment standardiser la vie dans un but lucratif, le public serait peut-être pas venu. Simon Bacouche avec nous. Et à côté de vous, Guillaume Meurice. Oui, c'est parti pour une nouvelle et dernière saison de votre série préférée, Game of Macrons, qui commence ce soir à 20h. Alors, je veux pas vous spoiler, mais cette série va mal finir. Voilà, je préfère vous le dire quand même. Déjà, l'épisode précédent avec Castaner dans la taverne a été un peu pourri. On sait même plus qui couche avec qui là-dedans. Et je pense qu'il faut d'ores et déjà faire entrer un nouveau personnage dans l'histoire, laisser place à un nouveau héros. Et j'ai pensé à Jean Lassalle. Voilà, Jean Lassalle, qui est une sorte de Jon Snow du Sud-Ouest. Hein. Ça, il ressuscite, Jean Lassalle. C'est des années au service du territoire, un homme de terroir, hein, que ce soit le Côte-du-Rhône, le Saint-Émilion, le Chablis. Il n'est pas sectaire, il connaît bien tous les territoires. Un homme d'envergure internationale qui n'hésite jamais à négocier avec Jack Daniels, avec Johnny Walker. Voilà, il a des relations. Et c'est un homme disponible que j'ai appelé ce matin, exclu France Inter, édition spéciale. Il était dans sa circonscription et il était en forme. Jean, il était prêt pour quoi ? Les grands printemps qui surgissent soudain et qui vous emportent tout entier. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu du Macron ? Non, Macron a repris mes termes. Il a repris la marche. Moi, j'ai fait 6000 bornes. Lui, il a fait 2 fois le tour de son salon. Il a dit en marche. Allez, il est en forme, Jeannot. C'est vrai que Macron lui a piqué en marche. Hein. C'est Jean qui s'était mis en marche au départ. Macron nous a fait une Gad Elmaleh, hein, comme on appelle ça. Et alors, il a aussi piqué les idées de Margaret Thatcher et le charisme d'un happiness manager en dépression nerveuse. Mais le en marche, voilà, c'est pas le seul truc qu'il a piqué à Jeannot, hein, d'ailleurs. Il a tout repris. Il a repris les cahiers de l'espoir, que j'ai appelé de l'espoir. Marqué le Parti communiste l'a fait aussi. J'ai inventé pratiquement tout le vocabulaire qui sert aujourd'hui à tenir un semblant de conversation politique. Il est en forme. Alors, la une de Modesty Magazine, du coup, c'est foutu. Hein, mais en même temps, il s'agit d'être le héros. Hein. Dans les épisodes suivants, c'est pas le moment de jouer les fans de Louis la Brocante. C'est le gars Jeannot qui a tout inventé et les autres lui ont tout piqué. Il a tout piqué, sans payer un centime d'euro de droit d'auteur. S'ils vous ont tout piqué et qu'on est dans cette situation aujourd'hui, ça veut dire que vos idées, elles n'étaient pas si bien que ça, alors. Mais ils les ont dévoyées. C'est ça, ils ont dévoyé les idées. On ne se met pas comme ça dans le costume de Jeannot. Hein. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de l'Évangile, selon Saint Jean Lassalle, avec une scène au Café des Sports de Bagnères de Bigorre extraordinaire, où il change l'eau en cirrhose du foie. C'est quelque chose de magnifique. Jean, il est fort et Jean, il est incorruptible. Pas du tout l'intention de me soumettre aux mêmes règles, et je ne suis pas donné tout ce mal. Qu'est-ce qui nous prouve que vous n'êtes pas affilié à un lobby quelconque ? Rien, parce que... Si ça se trouve, vous êtes soumis au lobby du Beaujolais ou des choses comme ça ? Non, j'en ai eu descendu quelques verres, mais ils ne m'ont jamais demandé de promouvoir quoi que ce soit. Alors, ça se sent pas immédiatement, mais c'est vrai que Jeannot est quand même pas du genre à se faire prier pour descendre quelques verres en bonne compagnie. D'ailleurs, quand vous avez lu là, que pour les Européennes, il jette l'éponge, ça veut pas dire qu'il était avec Gérard Depardieu et qu'il l'abandonne. Hein, ça n'a rien à voir. Ça veut dire non. Ça veut dire qu'il est plus ambitieux que ça. Il a même plusieurs fois refusé d'être ministre. Nicolas Sarkozy m'a proposé par 2 fois, pas un petit ministère, mais le ministère des Armées. Pour le faire, il m'a dit, mais non, mais t'as une gueule, t'as une forme d'autorité, tu pourras parler à ces connards de généraux. C'était un terme qu'il utilisait assez facilement. Ah oui, d'accord. Et surtout, il voulait se débarrasser de ce connard de Morin. Eh ben, qu'on salue évidemment, hein, Hervé Morin, voilà, s'il nous écoute. Un bon personnage de la série, Hervé Morin aussi, qui était capable de voyager dans le temps, hein, puisqu'il avait vécu le débarquement de Normandie, je vous rappelle. Hein, c'est voilà, le général de Gaulle du Calva, comme on l'appelait là-bas. Mais Jean ne fera pas d'alliance bizarre ni avec Morin, ni avec le chef de tribu Macron. Il voulait surtout me proposer le rôle qu'il a assigné à Clermont-Ferrand. Non, pas Clermont-Ferrand, à Richard Ferrand, pardon. Ah oui. À Richard Ferrand. Ah oui, Richard Ferrand et Clermont-Ferrand, c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose, bien sûr. Non, attention, non. Parce que... Ça peut poser des problèmes sur le GPS. Si vous rentrez Richard Ferrand dans le GPS, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas où vous arrivez, en fait. Donc Clermont-Ferrand, c'est connu pour ses pneus, Richard Ferrand pour ses casseroles. Attention, faites bien la nuance. Et à Clermont-Ferrand, on trouve sur la place centrale une statue d'un personnage historique qui plaît bien à Jean Lassalle. J'aurais pu être Vercingétorix, éventuellement. Oui, mais il faudrait un peu plus de moustache. Mais je suis capable d'en laisser un petit peu, mais je pense qu'on peut changer. Vercingétorix reste quand même toujours dans le cœur.
peu importe les attributs qu'il s'attribue. Oh, les attributs qu'il s'attribue, qu'est-ce que c'est beau. Voilà le sens de la formule, ça c'est Jeannot. Les attributs de l'attribut, comme dans Game of Macrons. Allez Jeannot, ton heure is coming. Merci Guillaume Meurice. Allez, le collectif L'Avantage du doute est en notre compagnie. Judith, Claire et Simon sont là et on va aborder le deuxième sujet. Qu'est-ce qu'un patron de gauche ? Dès lors qu'il existe un lien de subordination avec des employés, un patron peut-il mettre en pratique ses convictions ou doit-il faire des entorses comme ces parlementaires de gauche qui ferraillent contre le travail le dimanche mais qui font bosser leurs assistants le jour du Seigneur ? Bref, le patron de gauche existe-t-il encore ? Je me souviens combien papa était aimé de ses ouvriers. Tu te rends compte? Il a dirigé l'usine pendant plus de 40 ans et jamais un seul jour d'arrêt de travail, même en 36. À chaque ouvrier qui partait à la retraite, il offrait une paire de charentaises, un parapluie numéroté et sa photo dédicacée. Oui, c'était le bon temps. Catherine Deneuve et Judith Godrèche dans Potiche de François Ozon. C'est une tribune parue dans Le Monde qui pose cette question. Est-ce qu'on peut être patron et de gauche ? C'est une question que je vous pose parce que vous êtes un collectif. Donc vous êtes dit peut-être, on va éluder la question. Il n'y a pas de patron et on reste de gauche, quoi. Et ben voilà. C'est ça. Pas mal, c'est comme réponse. Mais j'ai mis la réponse à la question. Je fais ça souvent. Il faudrait poser cette question à un patron de gauche. Ouais. Vous pensez que ça existe, Simon, ça ? Je sais pas. Dès lors qu'on devient patron, qu'il y a un lien de subordination, est-ce qu'il est encore possible de... Je sais pas. Pardon, vas-y, je vais encore te couper la parole. Prends la parole. Claire Dumas. Non, mais c'est-à-dire que justement, ce lien de subordination, il est, j'ai l'impression, pas de moins en moins palpable, mais quand même, il y a des liens de subordination qui tendent à s'effacer sous prétexte de collaborateurs et autres termes du genre. Et du coup, j'ai l'impression que avant il y avait peut-être des patrons de gauche faux d'Hersch ou par exemple, il y a des patrons d'Hersch de gauche. Le patron d'Hersch est un patron de gauche de droite. Voilà, c'est un patron d'Hersch. Donc le patron de gauche. Par exemple, il y a beaucoup de patrons de gauche pas très féministes. Alors que souvent, on aurait tendance à associer le féminisme à la gauche. Bon, moi, je trouve qu'en ce sens-là, il n'y a pas beaucoup de patrons dits de gauche. Enfin, moi, dans les patrons que j'ai eus, le peu que j'ai eu, ils n'étaient pas très féministes dans l'ensemble. Et après, je dirais que, en gros, ouais, vas-y. Ouais, non, mais Judith. C'est compliqué parce que patron de gauche. De gauche, ça veut dire quoi? C'est compliqué. Patron, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a une grande transformation de ce qu'est un patron. Quand on a écrit La légende de Bornéo, on a regardé plein de documentaires sur les patrons et jusque dans les années 80, quand ils étaient mis en scène dans des documentaires, ils étaient vraiment. Tu nous avais apporté, tu te souviens, Simon, le documentaire de Mordia, Bonjour patron, c'était ça? C'était ça le titre? Je sais plus. Bon, laissez-le tranquille, Simon, il n'est pas venu. Non. Et du coup, il y avait vraiment le patron devant son bureau, le siège en cuir, enfin la mise en scène du patron. Et on regardait à partir de toute la phase de capitalisme actionnarial qui nous est arrivée depuis les années 80, on a vraiment des N+1 en fait. Et du coup, tout le monde devient le fusible d'une hiérarchie qui est de moins en moins palpable pour satisfaire un groupe de plus en plus restreint de gens qui en fait continuent d'asseoir leurs intérêts à travers cette fausse façon de brouiller la hiérarchie qui existe, mais il faut juste plus qu'on parle de lutte des classes. Donc en fait, on enlève le mot patron, et justement, les N+1, dans les documentaires, ils étaient plus du tout la photo des gosses, du chien, c'est ce qu'on appelle la tyrannie du faux cool, en fait. Oui, à une époque, à l'époque de ce documentaire, c'était il y a longtemps, les patrons, ils avaient ce côté paternaliste et donc qui était bien établi et il se passait quelque chose, il pouvait se passer quelque chose de relativement plus bienveillant parce qu'il y avait du paternalisme. Maintenant, c'est quoi je veux dire, maintenant, un patron de gauche, c'est un patron qui a des états d'âme. Est-ce que c'est ça? Donc, c'est bizarre parce que le but, quand même, c'est de gagner de l'argent, non? Donc là, il y a quelque chose. Oui, mais il y a quelques limites. Peut-être que patron de gauche, soyons pas trop sévères non plus. Patron de gauche, on peut penser que. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui a quelques valeurs que peut-être les carnassiers, 100% carnassiers, ont peut-être moins. Mais par exemple, le fait de procéder à une forme un peu d'égalité des chances, c'est-à-dire de promouvoir des petits jeunes qui, a priori, sont moins équipés côté diplôme. Plafonner les plus hauts salaires aussi. Par exemple, non, mais c'est vrai. Ou alors la transparence, ou une façon aussi de s'adresser aux gens. Des licenciements boursiers. Non, mais ou même une façon de s'adresser aux gens qui suppose un tout petit peu plus de courtoisie
courtoisie que si on était un numéro. C'est des choses, alors que ces valeurs-là deviennent de gauche, de droite, gentil et complètement. Oui, parce que moi j'ai connu des metteurs en scène de gauche qui étaient des sacrés bien sûr. Et pareil, moi j'ai mon beauf qui a voté Sarkozy et qui a un magasin de meubles et il est aimé par tout le monde et c'est un type adorable. Donc et on aura il est de salué droite, ici la droite et je vous aime. Donc non, c'est pas ça. Mais après, ça dépend de vous avez raison. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est juste avec Judith. Être de gauche dans un monde qui continue de marteler que le droit du travail et tous les acquis sociaux sont des archaïsmes. En fait, un patron de gauche, c'est juste un mec qui est hyper malheureux, en fait, parce que qui a peut-être plus d'état d'âme, j'en sais rien, mais qui ne peut pas, en fait, qui peut de moins en moins continuer d'appliquer ce qui autrefois était considéré comme un progrès et qui a été par cette espèce de folie d'inversion des mots manipulatrices où les mots sont devenus des... Et on voudrait pas bien avec lui d'ailleurs, hein, pas bien du tout. Ah ouais, non, si tu veux vraiment être un patron de gauche, on peut pas échanger. Mais après, le collectif, vraiment pour finir, c'est le seul fil à plomb que nous on a trouvé pour justement trouver un espace de démocratie, de liberté, et c'est difficile, c'est très difficile, mais bon, on peut reparler de la coopération et du collectif. Judith Davis, le collectif, l'avantage du doute. Avec nous, il est 17h49, l'heure de passer la parole à l'étoile de ce studio, car il brille beaucoup et parce que c'est une vraie boule de gaz. Voici Pablo Mira. Ouais, Pablo, mon petit ange trapu à la sudation agressive. Vous nous parlez aujourd'hui de Game of Thrones, une série surcotée selon vous. Ouais, ma louloute. Et alors, pour vous résumer ma relation avec cette série, eh bien, j'emprunterai une phrase qu'Alex Vizorek nous répète souvent après un date Tinder. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Pourtant, c'est la série dont tout le monde parle. Grande classe, petit ange belge. Cette série d'heroic fantasy est diffusée en France depuis 2011 sur la chaîne OCS, ce qui veut donc logiquement dire que ça fait maintenant 8 ans que les Français la regardent en téléchargement illégal. Alors au fil des années, même ceux qui ne la suivent pas, Game of Thrones, eh bien, connaissent certaines répliques devenues cultes, telles que And winter is coming. mais aussi You know nothing, Jon Snow. et surtout le fameux Win. The yes needs a no to win. Again the no. Oui, bon, ça c'est l'épisode de cette nuit où Jean-Pierre Raffarin joue une princesse du désert. Le succès grandissant, la série est même devenue un marqueur social. Alors ceux qui aiment Game of Thrones sont dans le camp des gens cool, et ceux qui comme moi ne l'aiment pas sont considérés comme des humains de seconde zone, à peine dignes de vivre, autrement dit des intermittents. Si, faites le test autour de vous, dites que vous n'aimez pas Game of Thrones et on vous traitera de tous les noms, ringard, loser, Sébastien Lecornu, la totale. Pourtant, c'est une série bourrée de défauts. Game of Thrones, par exemple, moi, je ne comprendrai jamais pourquoi les personnages sont terrifiés dès qu'ils entendent la phrase « Winter is coming ». À la limite, Ophélie, Winter is coming. Là, oui, ok. Puis entre nous, un hiver qui met 9 années à venir, franchement, c'est pas de l'heroic fantasy, ça, c'est le bulletin météo d'Evelyne Delia en 2050. C'est pour ça que moi, je suis pas un grand fan de ce genre. Je préfère les séries réalistes, pour le coup. Plutôt que de regarder Game of Thrones et ses dragons qui se battent contre des zombies, je préfère regarder Capitaine Marlowe et sa réalisatrice en train de se battre avec le surjeu de ses acteurs. Après, attention, hein, c'est juste une préférence. Hein, je suis pas fondamentalement contre les séries fantastiques. Par exemple, j'ai adoré aussi Eugene Friends, la série dans laquelle Gad Elmaleh joue son propre rôle et où il écrit lui-même ses blagues. C'est bien qu'on se mette à faire de la science-fiction de ce niveau-là aussi. Autre explication à ce rejet de Game of Thrones, plus répandu qu'on ne le pense, c'est que les gens, ils en ont marre des séries violentes. Il y en a marre de toutes ces scènes insoutenables, que ce soit dans Game of Thrones, avec ses personnages défigurés par des combats violents, ou dans la série Demain nous appartient, avec Ingrid Chauvin défigurée par la chirurgie esthétique. Parce que côté boucherie, Game of Thrones, c'est quoi techniquement? Écoutez bien, il bat tous les records. 175 000 personnages tués depuis la saison 1. Non, franchement, si j'ai envie de voir un feuilleton où la moitié des personnages disparaissent à chaque épisode, j'ai qu'à suivre le Conseil des ministres chaque mercredi. C'est simple, moi, pour que mes filles puissent suivre les aventures de Jon Snow, etc., eh ben, j'ai carrément dû couper toutes les scènes de sexe et de violence dans Game of Thrones. Bon, l'avantage, c'est qu'elles ont pu voir les 7 saisons ce matin en 5 minutes seulement. Mais du coup, moi, eh ben, je préfère privilégier les séries où l'on peut regarder tout ça en famille, hein, comme Joséphine Ange Gardien,
Gardien, Camping Paradis, bref, des séries sans violence, sans sexe et sans ambition. Pour conclure, je rappellerai qu'il existe des tas d'alternatives à Game of Thrones pour celles et ceux qui aiment les séries, notamment des séries françaises très alléchantes pour le coup. Il suffit de feuilleter un programme télé comme celui que j'ai là pour s'en rendre compte. Voilà, je vais vous trouver des... Bon, bah salut. Pablo Mira. Merci Pablo. Oui, on n'a plus beaucoup de temps, mais quand même, on voulait vous faire réagir sur Game of Thrones, parce que c'est une série qui accumule des chiffres stratosphériques, et vous avez réussi à monter un film avec 2 francs 6 sous, en attirant les techniciens, en leur expliquant qu'il n'y aurait pas d'heure sup et il y aurait de la bière au frigo. Et il se trouve que le film va à passer la barre des 100 000 entrées. C'est quoi votre avis alors, vous, sur Game of Thrones? Sur Game of Thrones, moi déjà j'ai un peu du mal avec le format série, mais sinon non, je le regardais à un moment parce que c'était le seul, quand je travaillais trop, quand j'essayais de monter la production, que j'écrivais le film, qu'on travaillait avec l'Avantage du doute et tout, parce que c'était le seul truc qui ne m'inspirait rien. Donc j'étais tranquille, quoi. Dragon et costume. Dragon zombie. C'est bon. Ça peut vraiment me faire l'espace de cerveau disponible pour le coca. Le collectif L'Avantage du doute avec nous, et on voudrait jouer avec vous, nous, comme on est fan de vous déjà, on serait super flattés. Donc comme tous les soirs, un petit sketch. Ce soir, imaginez qu'Emmanuel Macron va faire son bilan du grand débat à la télévision. Alors on sait imaginer que vous êtes tous les trois coachs qui vont mettre en scène cette allocution. Judith, Claire et Simon, vous êtes les coachs, et Guillaume sera Manu Macron. Mais bien sûr, évidemment, voilà, je vais vous le faire. Et Simon pour Claire, et un sketch, celui-là c'est pour Simon. C'est parti. Ouais, parti. Bon, je vous en supplie, aidez-moi les enfants. Là. Les enfants, ça commence mal. Dans la Startup Nation, on est tous des managers. Alors, vous avez raison. Bon, on a un business plan pour ce soir. Ouais, faut tout axer sur la mise en scène. Bon, si c'est bankable, je vous suis. J'ai bien réfléchi au spectacle. À l'allocution, Simon. C'est pas un spectacle, c'est une allocution. Ouais, bon, c'est pareil. Alors, je verrais bien une intervention depuis un rond-point. Ouais, ok, pour le théâtre des ronds-points sur les Champs-Élysées, ok. Non, un vrai rond-point, dans un village, par exemple. Non, mais c'est quoi ce pitch? Il s'agit pas de cuire des merguez sur un. Mais c'est le quinquennat qui se joue ce soir, là, les gars. Putain, je suis foutu. Dites pas ça, vous êtes un winner. Oui, mais c'est la première fois que je dois présenter mon programme. Donc, ce qui compte, c'est l'enrobage. Ne pas confondre avec l'enfumage. Ah, dommage, parce que ça, je sais faire. Il faut que vous fassiez de belles phrases, si possible, sans insulter les gens. Les gens, c'est quoi ça? Vous voulez dire Jojo avec son gilet jaune, là, c'est ça? Voilà ce qu'il faut pas dire. C'est complètement anti-team building, ça. Vous vous arrangez pour faire croire aux Français que vos propositions sont les leurs. Je sais, ouais, je vais leur vendre le coworking pour tous. Pardon, mais j'ai comme un doute sur le feedback. En tout cas, il faut créer un suspense, une tension. Oui, et tout ça à partir du vide. Oui, le vide, vous faites référence à mon livre Révolution? Si c'est tout ce qui vous reste de la Révolution... Et si je me défilais? Si je partais en week-end au ski, là? Voyons, et pourquoi pas à la messe, à la réunion avec Nathalie Loiseau? Bravo, excellente scénographie. Avec la sacralisation de l'architecture religieuse qui renvoie vers les plus grandes mises en scène dramatiques. Oui, calme-toi, Simon, hein, c'est pas vraiment le bon process. Bon, je fais quoi, là? C'est bientôt la deadline, là, il me faut une idée. On a qu'à appeler Castaner. Castaner? Pour une idée? Vous annoncez la discothèque gratuite pour tous. Diversion parfaite. Encore? La diversion, c'était déjà le principe du grand débat. Merci beaucoup. Le collectif L'Avantage du doute. Avec nous, il y avait Claire Dumas, Judith Davis et Simon Bacouche. On était très très heureux de vous recevoir, c'était passionnant. Et je rappelle qu'on recommande chaudement votre pièce, La légende de Bornéo, aussi avec Mélanie Bestel et Nadir Legrand. C'est au théâtre de l'Atelier, du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 17h. On valide Juliette Arnaud? Ah oui, vous allez... Satisfait ou remboursé chez vous vous sentirez impliqué, vous allez rire et pleurer. Et puis il y a toujours tout ce qui me reste de la Révolution, que vous pouvez sans doute voir encore. Complètement, c'est encore en salle à l'Archipel et à l'Entrepôt pour cette semaine encore, et certainement à partir de mercredi prochain à Gaîté sur les programmes de cinéma. Voilà, ça c'est à Paris. Et puis si vous êtes du côté d'Avignon cet été, au Théâtre des Carmes, vous pourrez voir aussi La légende de Bornéo. Merci beaucoup à tous et bravo pour votre travail. Demain on se retrouve avec Benoît Poulvorde et on va laisser le mot de la fin au collectif par la voix de Claire Dumas. Avant, il y avait peut-être des patrons de gauche, faux d'Herche, ou par exemple, il y a des patrons d'Herche de gauche. Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible,